Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre cette édition que nous ouvrons avec l'Assemblée nationale où les travaux se sont poursuivis activement avec l'adoption ce matin d'un projet de loi relatif au trafic illicite des migrants, un projet de loi qui a été adopté avec 82 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ismaël Doda, Barokoba. Après examen et adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance du vendredi 8 mai 2015 et les modifications apportées à l'ordre du jour et au calendrier des travaux, la plénière s'est penchée sur la proposition de loi portant interprétation de la loi numéro 2000-001 du 24 janvier 2000 portant amnistie relative au coup d'État des 27 janvier 1996 et 9 avril 1999. Cette loi a été rejetée par la commission saisie au fond et entérinée par la plénière. Ensuite, les députés ont poursuivi avec l'examen et vote du projet de loi relatif au trafic illicite des migrants. Le texte permet de prendre conscience du degré d'implantation des réseaux de trafic illicite des migrants au Niger et de prendre les règles de droit appropriées conformément à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour punir les infractions relatives à ce trafic. Ainsi, à l'issue de l'examen article par article, le projet de loi a été adopté avec 82 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Une satisfaction pour le commissaire du gouvernement qui a tenu à féliciter les honorables députés pour le travail accompli. Monsieur le Président, en ces temps d'incertitude où la criminalité transnationale organisée sème la terreur dans notre pays, le terrorisme en particulier, il est indispensable que tous ceux qui circulent à travers notre pays aient leur pièce d'identité. Avant, je me rappelle encore, il y a 20 ans, quand j'ai quitté ma ville, Birningaouré, pour venir à Niamey, si vous n'avez pas votre pièce d'identité à l'entrée de Niamey, vous êtes inquiet et stressé. Maintenant, plus personne se demande est-ce que en rentrant, j'ai ma pièce d'identité comme on le fait quand on entre dans un avion. Donc, par le vote de cette loi, nous revenons à cette rigueur qui va protéger et notre territoire et les vies humaines qu'il y a sur notre territoire. Le trafic illicite des migrants, ce n'est pas une infraction qui vise les personnes. Il vise essentiellement à protéger les frontières d'un pays. Ça ne concerne pas les hommes, c'est la traite des personnes et je vous ai dit que pour cela nous... Ainsi, cette loi relative au trafic illicite des migrants vient combler les vides juridiques dans la législation nigérienne qui se conforme à la législation internationale. Elle permettra au Niger de sanctionner les organisateurs de ce trafic, de protéger et assister les migrants. Par ailleurs, Niamey abrite depuis cet après-midi les travaux de la 19e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du 4e vice-président de l'Assemblée nationale représentant le président de la dite institution, du président du comité interparlementaire de l'UEMOA, du ministre de la Communication et de plusieurs autres invités. Ismaël Doda, El Hadji Barokoba. C'est sous le thème « Impact de la croissance démographique sur le développement des États membres de l'UEMOA et de la microfinance de l'espace communautaire » que s'ouvre cette 19e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Il s'agira pour les participants au cours de cette session de proposer des axes d'action pour permettre aux États membres de maîtriser leur démographie en vue d'assurer leur développement social et économique. Loin d'être malthusien, et en tant que représentants élus de notre espace communautaire, nous nous devons d'impulser les politiques publiques en matière de population pour réserver un avenir radieux aux générations futures. À tort ou à raison, la croissance exponentielle de la population est un handicap majeur au décollage économique et social et au développement tout court. Assurément, le dysfonctionnement du système éducatif, la mauvaise qualité du système sanitaire, le chômage endémique des jeunes et la pauvreté ambiante des masses urbaines et rurales sont des agrégats qui alertent sur les caractéristiques démographiques d'un État. Or, prendre en charge notre destin revient à faire un bilan sans complaisance de nos politiques publiques, mais surtout celles axées sur la démographie et ses effets subséquents. Mais je peux vous assurer qu'avec le programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, nous avons au Niger une ferme volonté d'aller vers, je cite,
plus d'opportunités productrices de biens, de faire en sorte que, par exemple, la modernisation du secteur rural aide à atténuer la pression sur les terres, pression génératrice de conflits. Fin de citation. Cette volonté a été traduite et déclinée en termes de programmes à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont l'une des ambitions est, je cite, de désamorcer la bombe démographique. Fin de citation. À travers l'accroissement des productions pluviales, la promotion de l'irrigation afin de réduire la dépendance par rapport aux cultures pluviales et la modernisation de l'élevage, la protection de l'environnement, etc. Devant la démographie galopante, les États doivent mutualiser les efforts afin d'atteindre les objectifs du développement durable. Il s'agit à travers les représentations, les présentations et les débats d'aider les députés à mieux appréhender les interrelations entre la croissance démographique et le développement et de susciter un débat sur la nécessité de veiller à mettre en adéquation les objectifs de développement durable avec les politiques de population des États membres de l'Union. En effet, l'Afrique de l'Ouest en général et l'espace UEMOA en particulier est l'une des dernières régions du monde à ne pas avoir achevé sa transition démographique. Si la première phase de cette transition, c'est-à-dire la baisse de la mortalité, est bien avancée, la seconde, baisse de la fécondité, n'en est globalement qu'à ses débuts et reste très lente, avec en moyenne plus de 5 enfants par femme. La plupart des pays de la sous-région font partie des pays qui ont les niveaux de fécondité les plus élevés au monde. Devant une démographie galopante qui annihile leurs efforts dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi et de la préservation des ressources naturelles, quelle politique de population les États membres de l'UEMOA doivent mettre en œuvre pour leur développement durable. Pour conduire cet exercice, nous avons bénéficié de l'appui technique du ministère du Développement social et de la population du Fonds des Nations Unies pour la population. S'agissant de la microfinance de l'espace communautaire, le président du comité interparlementaire de l'UEMOA constate un dysfonctionnement dans le secteur. Ce dysfonctionnement a entraîné une dégradation de la qualité des services. C'est ainsi qu'ils font de l'espoir de voir les participants élus du peuple qu'ils sont, de mieux comprendre et discerner les enjeux et aussi pouvoir interagir dans l'intérêt de la population à travers les communications qui leur seront présentées. Le secrétaire général de la Fondation Strom, une organisation internationale norvégienne qui œuvre pour le développement des pays, a été reçu en fin de matinée par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Norway, as you know, have established diplomatic relations with the government of Niger. Donc, la Fondation Strom est une ONG norvégienne qui intervient depuis plusieurs années ici au Niger et c'est un objet de satisfaction pour la Fondation Strom de savoir qu'il y a une coopération bilatérale et diplomatique qui est établie aujourd'hui avec le Niger. Et je profite de cette occasion pour dire que nous avons le plaisir d'ouvrir un bureau officiellement au Niger qui va nous permettre de renforcer nos interventions dans ce pays. Il y a un programme sectoriel d'éducation et de formation qui a été établi par le Niger et nous sommes d'autant plus encouragés que la Fondation Strom, comme la coopération norvégienne, font du secteur de l'éducation un secteur prioritaire, donc dans lequel nous intervenons pour agir encore de manière plus efficace et de manière à répondre aux attentes du Niger en matière d'éducation. En République du Congo, Congo-Brazzaville, où elle était en mission, la première dame du Niger, Haji Assata Issoufou, s'est rendue à une foire organisée par la Fondation Congo Assistance de Mme Sassou Nguesso, prit part à une soirée de gala de mobilisation de fonds pour la maison des seniors et rencontrer la communauté nigérienne résidant au Congo. Nos envoyés spéciaux Sadi Sanda et Sani Issoufou.
La journée du jeudi 7 mai a été mise à profit par les First Ladies pour faire un tour à la foire qui s'est tenue au siège de la Fondation Congo Assistance. Plusieurs articles exposés dans différents stands ont eu l'appréciation d'Antoinette Sassou et de ses hôtes. Une soirée de gala présidée par le couple présidentiel congolais en présence des premières dames et d'imminentes personnalités a été aussi organisée en vue d'une mobilisation de fonds au profit de la Maison des Seigneurs. Une cérémonie qui coïncide avec le 70e anniversaire de la première dame du Congo. Je voudrais m'arrêter un instant pour rendre hommage à une personne sans laquelle toute cette audace marquée aujourd'hui par ce long parcours n'aurait eu lieu. Monsieur le Président et cher époux, j'ai pu compter sur vous. J'ai pu compter tout au long de ces 3 décennies sur ton appui quotidien et sur tes conseils toujours pertinents pour la résolution, modeste soit-elle, de la situation les plus démunies. Je ne sais où j'en serais aujourd'hui sans ce soutien constant de ta part. C'est le lieu ici de te dire simplement merci. Nous pouvons dès maintenant annoncer à l'opinion nationale que la Fondation Congo Assistance va consacrer une partie de ses ressources au programme intitulé 30 ans, 30 microcrédits, 30 micro-projets. La première dame Aïssata Issoufou a, au cours de son séjour à Brazzaville, rencontré la communauté nigérienne résidant au Congo. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours des échanges, notamment la question sécuritaire, le respect des lois et textes du pays hôte et les efforts du gouvernement de la 7e République dans le cadre du programme de renaissance du président de la République. À Niamey, cette fois-ci, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu une déclaration publique relative aux situations sanitaires, sécuritaires, socio-politiques du pays. Une déclaration qui apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité tout en présentant ses condoléances aux victimes. Le CNDH appelle également le gouvernement à plus d'engagement. Dr Talibi Hamidou Moussa, rapporteur général du CNDH. De la situation sanitaire. Depuis l'apparition du premier cas déclaré de méningite, courant janvier 2015, cette maladie n'a cessé de faire des ravages dans certaines régions du pays. Une raréfaction des vaccins avec comme corollaire une ruée vers les pharmacies et les cliniques privées, entraînant une spéculation sur le prix de la dose. La fermeture momentanée de plusieurs établissements scolaires. Face à cette situation, la CNDH, après avoir effectué une visite afin de s'enquérir de la situation sur les sites de prévention et de prise en charge des malades de Lazaret 1 et 2, présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées par cette épidémie et souhaite un prompt rétablissement aux malades sous traitement. S'inquiète de la persistance du fléau dans le pays et invite en conséquence le gouvernement à accélérer et intensifier les séances de vaccination ciblées dans l'urgence et en masse sur l'ensemble du territoire national. Recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures urgentes de prévention qui s'imposent aussi bien contre cette maladie que toute autre épidémie cyclique dont le Niger pourrait en être exposé. Recommande au gouvernement de promouvoir une politique de la recherche dans les domaines incriminés en dotant les laboratoires nationaux et les universités en ressources humaines, matérielles et financières conséquentes et de qualité. Recommande en outre au gouvernement d'intensifier les séances de sensibilisation audiovisuelle sur les risques liés à cette maladie. Prend acte de cette nouvelle forme de méningite et engage le gouvernement à tout mettre en œuvre afin de l'endiguer. De la situation sécuritaire dans la région de Difa. La dernière attaque sur l'île de Karamga, soldée par la mort de plusieurs de nos compatriotes militaires et civils, continue de provoquer des déplacements massifs des populations nationales, nigérianes, tchadiennes
et d'autres nationalités vers des espaces plus ou moins sûrs de notre territoire, provoquant ainsi une situation humanitaire préoccupante. Face à une telle situation, la CNDH présente ses condoléances les plus attristées aux familles de nos vaillantes forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur, ainsi qu'aux familles des civils lâchement assassinés par Boko Haram, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Recommande au gouvernement d'intensifier l'appui au FDS en ressources humaines, matérielles et financières. Invite les populations de la région de Difa de continuer à apporter leur concours en matière de renseignement au FDS. Invite les FDS et les populations civiles au strict respect des droits humains et des règles prescrites par la nécessité de l'état d'urgence. Invite le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à apporter urgemment protection et assistance aux populations déplacées et celles restées sur place. De l'indépendance de la magistrature. La CNDH constate que depuis un certain temps, la justice nigérienne fait l'objet de vives critiques aussi bien de la part de certains membres du gouvernement et hommes politiques tous bords confondus que de certains acteurs de la société civile et d'une certaine presse, jetant ainsi le discrédit sur les décisions de justice. La CNDH s'indigne d'une telle attitude et rappelle aussi bien au pouvoir public qu'aux citoyens que la justice est rendue au nom du peuple nigérien, que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, tel que réaffirmé par la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 116, que le respect du principe de la séparation des pouvoirs constitue le socle de toute démocratie véritable, que dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat est indépendant et n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, que le magistrat, conformément à son serment, doit rendre la justice au nom du peuple. C'est pourquoi la CNDH invite le gouvernement, les magistrats, les hommes politiques tous bords confondus et la société civile à faire preuve de responsabilité, de retenue et au strict respect des grands principes chers à la démocratie et aux droits humains pour un Niger de paix et de développement. De la liberté de réunion et de manifestation. L'exercice effectif de la liberté de réunion et de manifestation rend compte de la vitalité d'une société démocratique. C'est pourquoi le Constituant de 2010 l'a prévu aux articles 9 et 32 de la loi fondamentale. La CNDH déplore l'interdiction systématique des déclarations préalables de manifestations démocratiques d'une part, et le refus anarchique d'obtempérer aux arrêtés d'interdiction en lieu et place d'une saisine juridictionnelle des principaux organisateurs avec comme corollaire des attroupements violents, voire même meurtriers. La CNDH recommande que des actions de sensibilisation et d'information sur les contours et l'exercice de ce droit soient entreprises pour une meilleure internalisation du jeu démocratique par tous. Fait à Niamey le 11 mai 2015 pour la CNDH, le président professeur Khaled Ikri. Je vous remercie. Les ministres en charge de la sécurité et des affaires religieuses des pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, sont à Niamey dans le cadre d'une réunion de haut niveau qui a pour terme la radicalisation et l'extrémisme au Sahel. L'objectif global de cette réunion est l'élaboration d'une feuille de route pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme au Sahel. C'est Noussoumela Ibrahim, Yazirabiou. C'est en collaboration avec le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel que s'ouvre cette réunion de haut niveau sur la radicalisation et l'extrémisme dans le Sahel sous l'égide du groupe des 5 du Sahel. Il s'agira en somme de faire l'état des lieux de la radicalisation dans les pays du G5 Sahel à travers les causes, les différences et les similarités selon le contexte, le lien entre la radicalisation idéologique et les groupes terroristes dans la région, les législations en la matière, les voies et moyens mis en œuvre, les conséquences, notamment l'extrémisme violent, de proposer des solutions et de réfléchir sur l'opportunité de la création d'une cellule régionale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Sahel, et enfin de formuler une déclaration sur le sujet à soumettre pour adoption aux autorités compétentes.
Les Nations Unies, à travers la stratégie intégrée pour le Sahel, dira l'envoyé spécial du secrétaire général, sont conscientes que la lutte contre la radicalisation nécessitera une coordination des efforts en matière de sécurité et de renforcement des capacités. Tous les ministres du G5 Sahel présents à Niamey ont pris la parole en cette cérémonie inaugurale pour partager leur expérience individuelle sur la question. Des expériences qui se résument sur la nécessité de former des oulémas et mieux la jeunesse sur la problématique de l'extrémisme. Cette pédagogie est aussi partagée par le Niger à travers son ministre délégué aux affaires coutumières. Je demeure pour ma part convaincu que c'est dans la bonne conjugaison de nos efforts et de nos intelligences, le partage des expériences et la synergie des actions que nous pouvons juguler les fléaux. D'ores et déjà, je réaffirme le ferme engagement de mon pays dans la poursuite du combat contre toute forme de radicalisation et d'extrémisme violent, car, faut-il le rappeler, l'islam dans toutes ses composantes constitue l'un des facteurs essentiels du raffermissement de la concorde, de la fraternité, de la paix, de la solidarité et de la tolérance, gage d'apaisement des cœurs et des esprits de nos vaillantes populations. Pour atteindre les objectifs de Niamey, le ministre Samoro a demandé aux participants plus d'engagement et de disponibilité pour la suite du processus. À la Cour d'appel de Niamey, concernant le dossier dit des bébés importés, le parquet général a pris ses réquisitoires tendant à l'amélioration de la décision frappée, c'est-à-dire la décision attaquée. Les avocats des prévenus ont tour à tour pris la parole pour combattre les réquisitions du ministère public en soutenant que leurs clients ne peuvent pas être poursuivis tant que la question de la filiation des enfants n'est pas été réglée par le juge civil. Le jugement a été mis en délibéré. La décision sera rendue le 13 juillet prochain. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de la première session de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, entre autres points inscrits à l'ordre du jour, la mise en place du bureau de la Commission nationale de mise en œuvre du MAEP et l'élaboration et l'adoption du programme 2015. Ouma Jamila Moudanchourou, Youssouf Suleiman. Cette assise marque la première session de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Le MAEP est un instrument d'auto-évaluation dont s'est dotée l'Union africaine depuis 2003. Il compte à ce jour 35 pays membres, dont le Niger qui a adhéré en juillet 2012. Cette session est donc une opportunité pour les membres de la Commission nationale d'examiner et d'adopter le programme d'activité 2015, le règlement intérieur de la Commission nationale de mise en œuvre du MAEP, mais également d'échanger sur d'autres points devant permettre l'atteinte des objectifs escomptés. Le MAEP a pour objectif global le partage et la diffusion de meilleures pratiques ainsi que la rectification des déficiences sous-jacentes en matière de gouvernance et de développement socio-économique dans les États membres de l'Union africaine. Pour ce faire, le MAEP fait la promotion d'un dialogue constructif entre les pairs, qui sont les chefs d'État ou de gouvernement, et le partage d'informations et d'expériences communes en vue de renforcer les pratiques réussies et exemplaires entre pays africains. Préalablement au partage de bonnes pratiques de gouvernance, l'adhésion au MAEP suppose un engagement du pays concerné à se soumettre à une évaluation indépendante de toute pression et à mettre en œuvre le plan d'action qui en découlera. En prélude à cette évaluation indépendante, le pays procède à une auto-évaluation qui lui permettra d'apprécier valablement les conclusions de l'évaluation indépendante. La Commission nationale du MAEP est l'organe de coordination de la mise en œuvre de l'instrument au Niger. Elle a pour mission de conduire le processus d'évaluation du Niger et de promouvoir la collaboration entre le Niger et les instances dirigeantes du MAEP. Fin samedi dernier de la première session ordinaire du Conseil islamique du Niger, une rencontre placée sous le thème « L'islam et la liberté religieuse ». C'est le directeur des affaires religieuses qui a présidé la cérémonie de clôture. Jocelyn Moussa Hassan. Replacer les enseignements authentiques de l'islam dans leur contexte avec l'appui de ces différents représentants d'associations islamiques en vue de juguler les problèmes auxquels est confronté le Niger, victime de l'extrémisme religieux. C'est le défi que compte relever le Conseil islamique du Niger par cette session ordinaire.
Une rencontre de 4 jours où plusieurs points ont été étudiés, notamment le principe de la tolérance en islam, l'islam face à l'extrémisme et au terrorisme, l'islam et l'éducation des jeunes pour ne citer que cela. Des échanges qui ont abouti à des pistes de solutions déclinées en recommandations. À l'État du Niger d'adopter des textes réglementaires portant l'organisation des prêches et sermons au Niger, de renforcer le contrôle dans la délivrance des autorisations d'exercice des ONG et associations islamiques et la surveillance de leurs activités sur toute l'étendue du territoire national, d'introduire dans les programmes d'enseignement des modules relatifs à l'éducation et à la morale islamique, en particulier les valeurs de tolérance, de fraternité, d'unité, de paix et de bon comportement. De favoriser la tenue d'un forum national pour une lecture consensuelle de certaines notions islamiques à compréhension divergente telles que le djihad, la tolérance et le juste milieu. D'impliquer effectivement le Conseil islamique dans tous les domaines touchant à l'islam conformément à ses attributions. Au Conseil islamique du Niger, de poursuivre et d'intensifier les actions de renforcement des capacités des oulémas et prêcheurs, la sensibilisation et l'encadrement des populations musulmanes sur les enseignements de l'islam authentique, d'élaborer un guide consensuel des prêches et des sermons en conformité avec les textes les réglementant, de vulgariser les thèmes développés au cours de la présente session, aux oulémas, imams et prêcheurs, d'intensifier la sensibilisation de la population musulmane sur la bonne compréhension de certaines valeurs de l'islam telles que la tolérance, la paix, la fraternité et les rapports entre les musulmans et les non-musulmans. Des recommandations jugées pertinentes par le directeur des affaires religieuses qui rebondit sur la question de la nécessaire sensibilisation. L'islam a plus que jamais besoin d'être parfaitement connu et appréhendé par la population. J'en attire particulièrement l'attention des ulémas et prêcheurs venus des régions de ne ménager aucun effort pour sensibiliser les populations constituant leurs auditoires de ce que le vrai islam. Notre population en a surtout en ce moment très fortement besoin. S'agissant des recommandations que vous aviez formulées à l'attention de l'État, je vous assure qu'un examen minutieux en sera fait afin d'envisager la possibilité de leur donner une suite. En outre, il est important de rappeler que l'État s'est engagé résolument à faire du Conseil islamique du Niger une structure qui jouera un rôle primordial dans le suivi et l'encadrement des activités islamiques. Des efforts du gouvernement reconnus à sa juste valeur au cours de cette rencontre à travers une motion de remerciement aux autorités de la 7e République. Le Conseil islamique qui, parallèlement, manifeste son soutien aux forces de défense et de sécurité et appelle les oulémas et la population du Niger en général à prier sans relâche pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale et un hivernage fécond dans la